Il est l'homme qui peut incarner littéralement une demi-molle avec tout son corps. Il arrive à être demi-mou de la tête aux pieds. Red Richards est de retour et sa famille avec lui. C'est fantastique. J'ai même pas le temps de faire d'intro là, j'ai envie de dire faut que ça castagne. Et donc tout de suite on passe en 4ème vitesse et c'est les news de la semaine. Malsain, on va se refroidir un petit peu avant la big news. Il s'appelle Tom Six et ceux d'entre vous qui le connaissent, eh bien vous êtes des sacrés gros tarés, puisque lui et sa femme Ilona Six sont les producteurs et réalisateurs du film The Human Centipede, le mille-pattes humain. Et comment on fabrique un mille-pattes humain? Ben oui, Jamy, eh bien tout simplement en prenant quelqu'un qui a la créativité débordante, disons un chirurgien allemand, 3 pauvres petits touristes perdus dans une forêt lugubre après la sempiternelle panne de bagnole des films d'horreur. Vous prenez des sédatifs, vous leur injectez et puis tout simplement vous cousez la bouche de l'un à l'anus de l'autre et vous obtenez donc, si ce n'est un mille-pattes, eh bien au moins un 12-pattes humain. Eh bien ce film de taré, mais néanmoins très drôle, va être adapté en comic book. Il y a tout qui est prêt, sauf qu'il ne reste plus évidemment qu'à trouver un distributeur. Parce que c'est forcé que quand tu présentes ce pitch à des gens, eh bien ça peut repousser un tout petit peu, surtout si la personne n'aime pas les insectes. Et Tom Six annonce également que la suite du film va aussi être adaptée en comics, c'est en cours. Donc cette espèce de partie 2 où on part du principe que le 1 est bel et bien un film qui existe dans cet univers et qu'il y a une véritable mise en abîme puisqu'il y a un fan qui va s'amuser à reproduire ce qu'a fait son héros, le docteur allemand du 1, sauf que ce fan, eh bien, il n'est pas chirurgien, il est un petit peu plus dérangé, mais en tout cas il y a plus de personnes, donc c'est plus fun. Et Tom Six nous dit que les graphismes en noir et blanc seraient orgasmiques pour les yeux. Orgasmique et The Human Centipede, c'est pas deux termes que j'associais forcément. Politicomics. Tiens, complétez après moi, un grand pouvoir implique de grandes... Tiens, je suis sûr que vous l'avez tous dit après moi, donc cette fameuse phrase qui a été popularisée par le film Spider-Man de Sam Raimi, ce mantra que passe le vieil oncle Ben au jeune Peter Parker avant de mourir, eh bien en fait cette phrase a été utilisée pour la première fois dans Spider-Man, le tout premier numéro, Amazing Fantasy numéro 15 à la fin. C'était par Stan Lee et Steve Ditko. Et c'est une devise qui est un petit peu devenue quasiment indigeste, tellement on l'entend un petit peu à toutes les sauces. Sauf que cette semaine, on l'a entendu dans un cadre assez inhabituel, puisque c'est le député de la Picardie à François Ruffin qui l'a prononcé à l'Assemblée nationale. Dans le film Spider-Man, le super-héros énonce cet adage. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est d'autant plus ironique qu'il intervient en faveur d'une meilleure régulation du secret des affaires, et donc en gros pour empêcher qu'il y ait toujours plus d'opacité pour les entreprises, pour leur permettre de dissimuler ce que contiennent vraiment les produits, de cacher la nature des tests et des diverses expériences, et notamment aussi la toxicité des produits utilisés. Et quand on sait que Spider-Man est né à cause d'une expérience entre radioactivité et araignée et tout ce qui vient après, donc le clonage en série et même maintenant la résurrection, eh bien on se dit que c'est plutôt bien choisi. Poisson d'ici. Tiens, chez DC, on a fait un super poisson d'avril, puisqu'on a posté une image qui réinvente tous les membres de la Justice League avec le slip par-dessus le costume. Une bonne manière à la fois de rigoler et de faire la promotion pour le prochain Action Comics numéro 1000 qui arrive et qui réhabilitera le slip en tête des podiums de la prochaine Fashion Week de Krypton en mode printemps-été 2018. Et quelque chose qui est bien vrai en tout cas, c'est que la taille, ça compte. Calmez-vous messieurs, je parle tout du moins de chez DC Comics qui compte bien publier tous les bouquins de son Black Label sous un format plus grand. On aura droit à du 20 par 28 au lieu du 17 par 26 habituel. Du coup, DC a fourni des planches de travail extra larges à tous ces artistes, comme l'exhibe Phil Jiménez sur son Instagram. D'ailleurs, il ne sait jamais qu'il faut surtout pas publier sa tranche et un bout de papier vierge avec, sinon... En tout cas, c'est assez audacieux puisque ça oblige les artistes à changer de format de travail, ce qui peut en déstabiliser certains. Et j'espère au moins qu'ils sont un petit peu plus payés vu que la page est plus grande. En tout cas, ça promet de sublimes Artist Editions. News numéro 4. Cela faisait 3 ans que le dernier numéro de Fantastic Four avait été publié aux États-Unis, juste après la fin de Secret Wars. Eh bien, la famille qui a contribué en grande partie au succès de Marvel dans les années 60 s'apprête
à revenir sous la forme qu'on lui connaît, qu'on lui préfère, un Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm et Ben Grimm dans une série mensuelle intitulée Fantastic Four. Ça commence en août prochain et c'est orchestré par Dan Slott et Sarah Pichelli. Et ils ont fait ça bien, hein, l'annonce en 4 tweets, à chacun accompagné d'adjectifs qualifiant les principales séries de chez Marvel: Uncanny, Amazing, Mighty et enfin fantastique. Et on peut se demander pourquoi est-ce que les Fantastic Four étaient mis en berne, on va dire, hein, depuis environ 3-4 ans chez Marvel. Est-ce que c'était le résultat d'une super idée créative, d'une ambition, d'un projet? Non, hein, simplement d'une rancune personnelle entre le patron de Marvel, hein, qui s'appelle Ike Perlmutter, et la Fox, hein, après qu'une discussion, qu'une réunion sur la renégociation des droits sur les 4 Fantastiques et les X-Men se soit mal déroulée. Résultat, hein, l'ordre est donné d'oublier les 4 Fantastiques, et ils n'apparaissent même pas sur la cover des albums des 75 ans de chez Marvel. Les dessinateurs n'ont plus le droit d'utiliser les personnages des 4 Fantastiques sur leur sketch card. On a lu le document officiel qui a fuité. Les entreprises tierces ne pouvaient plus utiliser les Fantastic Four pour faire des artworks et des marchandises. Des t-shirts ont été photoshopés pour virer les X-Men et les 4 Fantastiques et les remplacer par des propriétés Marvel Studios, hein, sur les couvertures iconiques. Hein. Tous les posters, vous savez, des gros line-up, hein, comme la photo de classe, eh bien, ont été modifiés, hein, pour que n'apparaissent plus ni les 4 Fantastiques ni les X-Men. Il y a même des entreprises de statues, hein, qui faisaient des statues des X-Men et des 4 Fantastiques et qui ont dû arrêter la production de ces statues en cours de route. Hein. Panini Comics a même en Italie retouché une couverture parce qu'il y avait Galactus et il a fallu le remplacer. Bref, c'est une vraie cabale, hein, contre la première famille de la Maison des Idées qui touche peu à peu à sa fin. Et Dan Slott est plus que prêt, hein, pour écrire ce titre. Hein. Il attendrait cette opportunité depuis très longtemps selon ses déclarations, hein, et en même temps il a toujours un petit peu intégré les 4 Fantastiques à ses bouquins, hein, quand il faisait la série entre Spider-Man et La Torche, quand il a fait son What If, hein, ainsi le docteur Fatalis était le sorcier suprême, et il a aussi fait une série sur La Chose. On peut également parler de sa série sur le Silver Surfer, ou même de son run emblématique sur Spider-Man, dans lequel évidemment il a consacré toute une issue, par exemple à la mort de Johnny Storm quand c'était le cas, avant que Spider-Man n'intègre l'équipe des 4 Fantastiques. Un petit taf en intérim. Du coup, cette annonce a même éclipsé, hein, l'annonce d'Infinity Wars, hein, donc c'est le crossover, hein, la série de l'été, hein, comme celle de TF1, sauf que là les persos, eh ben, on les kiffe. Ça sera écrit, hein, par Jerry Duggan, dessiné par Mike Deodato Jr. et Frank Martin. Hein. Ça relatera évidemment la folie cosmique qui est déclenchée par la chasse aux gemmes, hein, que font tous les super-héros à peu près en même temps. Et on peut même voir, hein, en fond, un personnage mystérieux avec le signe de l'infini, hein, sur son masque. C'est assez classe. Je vous laisse à vos spéculations. Tiens, chez Marvel, ils ont embauché Hitler, hein, pour leur faire leur prochaine ligne éditoriale, puisqu'on nous parle de 2 exterminations. Celle des Inhumains, orchestrée par les excellents Donny Cates et Ariel Olivetti. Hein, ça s'appelle La mort des Inhumains, et ça restera quand même le seul comics dont on a eu l'adaptation en série télé presque 1 an avant la sortie en papier. Et aussi l'extermination de la team bleue des X-Men, avec une intrigue qui promet d'être multispatio-temporelle. MCU, non pas comme le Marvel Cinematic Universe, mais comme le Michael Cinematic Universe. Michael Turner, un dessinateur de talent de la génération Image, à qui l'on doit chez les Big Two notamment du Batman et Superman, hein, et chez DC, et donc chez Marvel des variantes covers de Wolverine et de Civil War. Il a aussi ses propres franchises, donc Soulfire et Fathom, que Mythos Studio compte bien adapter à l'écran. Mythos Studio, hein, c'est la fusion entre 3 géants de l'industrie, hein. David Maisel, qui est le fondateur et l'architecte des studios Marvel des jeunes années avant l'acquisition par Disney. Scooter Braun, c'est le manager de Kanye West, d'Ariana Grande et de Justin Bieber. Et enfin, l'homme de l'ombre, Scott Manson, qui chapeaute un petit peu toutes ces personnalités. Ensemble, hein, ils comptent bien développer un univers cinématographique basé sur les aventures, par exemple, d'Aspen Matthews, hein, qui, après avoir été perdu en mer pendant 10 ans, revient. Et on va voir sous quelle forme, et par exemple aussi de Malika, il y a donc qui a pour quête donc de ramener la magie, on est dans le futur, ramener la magie dans un monde qu'il a perdu, et surtout faire en sorte que le mal ne s'en empare pas. Ils ont conscience, hein, de ne pas pouvoir concurrencer avec le DCU ou le MCU, mais ils rappellent également que pourquoi est-ce qu'on se souvient de Forrest Gump? Eh bien parce que quand l'histoire est bonne et plutôt bien racontée, eh bien les gens adhèrent, alors ça c'est plutôt bien. Mais le truc, hein, qui va vous rendre le sillon interfessier
tout moite de sueur, hein, c'est qu'il n'exclut pas des synergies avec les artistes autour desquels il gravite, donc Justin Bieber, Drake ou encore une Ariana Grande en Aspen, qui sait, en espérant que Michael Turner, qui est mort à 37 ans d'un cancer, ne se retourne pas dans sa tombe. Go Billy! Il s'appelle William Messner Loebs, il a travaillé chez DC, chez Marvel, sur Thor, sur Flash, sur Batman, sur Wonder Woman, et il est même crédité au générique du film. Il a également développé ses propres séries, comme Epicurious, The Sage ou The Max, qui a été adapté en série pour MTV. Un type qui a donc eu du succès, de l'argent. Le problème, eh bien, c'est qu'il vit actuellement dans sa bagnole, donc en tant que sans domicile fixe. Alors vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce qu'il a fait de tout cet argent qu'il a gagné, vu qu'il est auteur de comics et qu'il est forcément riche, puisqu'il négocie ses planches à un tarif mirobolant, qu'il les revend, les originaux, qu'il fait plein de commissions, il a claqué tout ça en drogue et en pute? Eh ben non, on est aux States, il n'y a pas tous les dessinateurs qui peuvent vendre leurs planches à 5000 boules et se vendre des commissions toute la journée. Il a dû simplement payer les frais médicaux pour une galère avec sa mère et une galère avec sa femme, et aux États-Unis ça peut représenter la maladie des sommes mirobolantes. Il a perdu sa maison, là il a perdu son mobil-home, il n'a pas encore perdu sa bagnole, et tout ce qu'il veut lui c'est même pas votre pitié, c'est tout simplement un travail dans le monde du graphisme, ça serait mieux, et aussi qu'il y ait plus de compassion dans le monde. Alors ça fait peut-être Miss France de dire ça, mais il n'a pas tort, puisqu'il dit qu'on se fait souvent des fausses images donc de la précarité, de la pauvreté des SDF, mais également des handicapés, puisqu'il a été amputé de son bras droit à l'âge de 30 jours. Et c'est un artiste qui a toujours été très engagé, puisqu'il avait déjà fait un comics sur la culture sans-abri avant donc évidemment de l'être, et qu'il avait aussi été le premier à décréter que dans l'univers d'ici, dans l'univers de Flash, eh bien un personnage qui s'appelait le flûtiste, ça s'invente pas, était gay. Alors depuis que Fox News 2 lui a consacré un reportage, eh bien il a reçu de l'aide, peut-être la possibilité d'un foyer pour sa femme et lui, et une cagnotte GoFundMe a été créée qui réunit presque 15 000 $. Voilà, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à venir papoter sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, dans les commentaires de YouTube. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez. Et lisez, moi en ce moment j'ai basculé entre les Tortues Ninja, les New Mutants, et là je suis en train de lire Archangel de William Gibson. Ah oui, il faut s'appliquer ses propres principes, et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toute fraîche. Ambiance Pandex, Danse Invisible, La Torche pour la Chaleur, Gloire à la Castagne, L'Homme Top, Fatalis, Franklin, c'est leur fils, et y a même Valeria. Ils sont de retour. Bang!